Salut, bonsoir chers étudiants. Une prochaine vidéo, une nouvelle vidéo concernant notre formation sur l'administration Windows Server. Je rappelle que ça, là c'est, je crois, c'est la 7e vidéo sur le cours, notre formation sur l'administration Windows Server, dont nous étudions les serveurs Windows. Aujourd'hui, on va continuer avec une autre leçon sur le DNS, notamment la gestion des zones DNS. Nous allons voir comment gérer les zones DNS. Gestion des zones DNS. Windows Server 2022 dispose de plusieurs types de zones. Ces zones sont utilisées au sein d'un domaine dans le but d'améliorer le trafic des requêtes DNS. Ces zones seront mises en place sur un serveur DNS car un serveur DNS est capable d'héberger différents types de zones pour fournir une tolérance de panne et répartir la résolution de noms et la charge de travail. Elles servent à enregistrer dans une base de données ou un fichier suivant la zone considérée des noms ou des portions de domaine. Windows Server 2022 intègre également des enregistrements de ressources pour chaque zone. Bien que le DNS dynamique crée de nombreux enregistrements de ressources pour la base de données DNS, dans certains cas, vous aurez besoin d'entrer manuellement. Une zone est une portion contiguë de l'espace de nom de domaine. Elle sert à stocker les noms d'un ou de plusieurs domaines ou encore une portion d'un domaine. Une zone est déterminée par un ensemble de mappages de noms d'hôtes à adresse IP, des données qui seront stockées dans un fichier de zone ou une base de données Active Directory. En fait, là, ici, nous sommes en train de présenter ce que c'est une zone DNS. Une zone DNS qui est cet espace-là qui permet d'enregistrer, d'effectuer des enregistrements de nom adresse IP, des enregistrements qui sont liés au mappage nom adresse IP. Pour la résolution des noms d'hôtes dans cet espace. Donc, vous savez que le DNS, le rôle principal du DNS, c'est de pouvoir obtenir l'adresse IP en fonction du nom d'hôte. Donc, dans une zone DNS, on va voir dans la base de données les enregistrements, les différents enregistrements DNS qui fonctionnent dans cette zone-là, qui seront gérés par cette zone-là, qui sont liés au nom de ce domaine. Donc, maintenant, ici, on a parlé d'enregistrement dynamique. L'enregistrement dynamique, généralement, lorsque le réseau a un serveur DHCP, généralement, les machines, ces différentes machines clients DHCP s'enregistrent dynamiquement au niveau du serveur DNS. C'est-à-dire que et cet enregistrement là, c'est l'enregistrement de type A qui est dynamique avec ces machines là. À chaque fois que le serveur DHCP va attribuer l'adresse IP à un nom d'hôte, son enregistrement sera créé automatiquement au niveau du serveur DNS dans la base de données. Maintenant, il y a des cas où nous avons besoin de créer des enregistrements manuellement. Oui. Par exemple, pour attaquer un serveur, etc. Zone de recherche. Donc, on a ce qu'on appelle les zones de recherche. Les zones de recherche, contient
des fichiers dans lesquels les zones de recherche vont contenir des fichiers. Dans chaque zone de recherche, on va trouver un fichier dans lequel le système effectue des recherches ou trouver les adresses IP lorsqu'il y a requête DNS. Là, voilà un exemple du contenu d'un de ces fichiers-là pour ce domaine orabec.ca. La console de gestion du service DNS présente une arborescence simple. Les deux premiers contenants listent des zones de recherche. Donc, on va voir les différentes zones de recherche. Je vais venir au niveau de mon serveur DNS. Je rappelle que c'est déjà installé ici. Pour ouvrir la console DNS et ainsi présenter les différentes zones, on va venir dans Outils. Au niveau d'Outils, on ouvre la console DNS. La console DNS. Là, je suis là. Voilà les deux zones. Les deux zones existent déjà. Les deux zones existent déjà. La zone de recherche directe et la zone de recherche inversée. On continue. On distingue deux types de zones de recherche. Une zone de recherche directe contient des mappages non d'autres adresses IP. Donc, dans une zone de recherche directe, on va convertir les noms en adresses IP. Voici un exemple de cette zone de recherche directe. Voilà le nom d'hôte et là, voilà son adresse IP. Donc, ça va relier ce nom à cette adresse IP. Et là, on parle de zone de recherche directe. Voilà, zone de recherche directe contient des mappages non d'autres adresses IP pour qu'une zone de recherche alors qu'une zone de recherche inversée contient des mappages adresses IP non d'autres. La zone de recherche inversée, c'est l'inverse. Voilà la zone de recherche inversée. Donc là, on a d'abord l'adresse IP. Ça veut, dans la zone de recherche inversée, on cherche les noms d'autres. C'est-à-dire on cherche les noms d'hôtes à partir de l'adresse IP. Voilà, donc on a l'adresse IP, on trouve le nom d'hôte. Ainsi, une zone de recherche directe permet de trouver l'adresse IP correspondant à un nom d'hôte, alors qu'une zone de recherche inversée permet de trouver un nom d'hôte à partir d'une adresse IP. Dans le cas d'une recherche directe, le serveur DNS commence par analyser le suffixe DNS pour trouver la zone dans laquelle est situé le nom d'hôte, puis recherche ensuite le mappage à l'intérieur de cette zone. Dans le cas d'une recherche indirecte, le serveur DNS ne connaît que l'adresse IP de l'hôte. Il ne peut donc pas utiliser la hiérarchie de l'espace de nom pour trouver le nom d'hôte. Là, c'est normal, hein, parce que là, je connais l'adresse IP. Dans le cadre de l'enregistrement direct, on a le nom d'hôte qui est peut-être www.emile.com. Voilà, là, on peut utiliser la hiérarchie de l'espace de nom pour rechercher l'adresse IP correspondant en partant peut-être de la racine. On fait des interrogations de différents serveurs DNS afin de trouver la zone qui contient cet enregistrement. Mais dans pour la recherche inversée, indirecte, on a la recherche indirecte ou inversée. Nous connaissons plutôt l'adresse IP. Et là, ça devient compliqué. Et on va voir la solution que Windows préconise. En effet, si le serveur devait interroger toutes les zones DNS pour trouver le nom d'hôte, la recherche indirecte prendrait trop de temps et de ressources
pour être réellement efficace. Puisque ici, on connaît l'adresse IP, est-ce qu'on va lancer la recherche sur toutes les zones? Là, c'est la question. Mais si c'est le cas, ça va prendre énormément de temps pour qu'on ait le résultat. Maintenant, c'est pourquoi un domaine spécifique, c'est pourquoi un domaine spécifique nommé in-addr.arpa a été créé. Donc, ce domaine a été créé dans l'espace de nom DNS. Ce domaine est subdivisé en sous-domaines correspondant chacun à un réseau donné. Donc, on va diviser chaque adresse réseau par sous-domaine. Chaque plage va appartenir à un sous-domaine in-addr.arpa. Et on va voir comment on répartit cela. Cela permet bien de faire des recherches inversées. Ainsi, le domaine contenant tous les adresses IP nom du réseau privé de classe C, la plage des adresses IP privées de classe C va de 192.168.0.1 à 192.162.155.254. Ce nom, lorsqu'on est avec les adresses dans la classe C, les adresses privées de classe C, là, on va les identifier par quoi? Donc, si ton adresse est dans cette plage-ci, on va rechercher son nom dans ce domaine, dans ce sous-domaine 168.192.in-addr.arpa. Pour les classes B, par exemple, on va rechercher ici dans 16.172.in-addr.arpa, ainsi de suite. Selon le plan d'agressage du réseau, il arrive que plusieurs zones de recherche inversées doivent être créées pour contenir tous les mappages adresses IP nom d'un domaine donné. Par exemple, si une entreprise utilise le domaine orabec.ca et que son plan d'agressage fait intervenir des adresses IP privées de classe B et des adresses IP privées de classe C, alors elle devra créer une zone de recherche directe nommée orabec.ca et deux zones de recherche inversées nommées 16.172.in pour faire des résolutions inversées. Donc, on doit créer les deux sites. 16.172.in-addr.arpa et 168.192.in-addr.arpa. La résolution inversée. Les enregistrements de ressources. Là, on va voir les différents types d'enregistrements. J'ai dit dans les zones, on va trouver des enregistrements. Maintenant, quels sont les types d'enregistrements pouvant se trouver dans chaque zone? Dans un environnement Microsoft, les mappages nom d'hôte, adresse IP et adresse IP nom d'hôte sont appelés enregistrements de ressources. On distingue plusieurs types d'enregistrements de ressources. On a d'abord les enregistrements de type A. Les enregistrements de type A pour adresse haute. A, c'est pour adresse haute, sont des mappages entre un nom d'hôte et une adresse IPv4. Donc là, on va relier un nom d'hôte à son adresse IPv4. Adresse IP d'une longueur de 32 bits. Là, c'est la version 4. Il représente généralement la majorité des enregistrements de ressources des zones de recherche directe. Et l'enregistrement de type A se trouve dans la zone de recherche directe. Il y a aussi l'enregistrement de type AAAA, A 4 fois. Les enregistrements de ressources de ce type sont des mappages entre un nom d'hôte et une adresse IPv6. C'est exactement comme ça, la même fonction que l'enregistrement de type A, sauf que ici, on va relier plutôt une adresse IPv6 à un nom d'hôte. CNAME, les enregistrements de ressources de type CNAME, canonical name ou non canonique, sont des mappages entre un nom d'hôte et un autre nom d'hôte.
ils permettent de créer des alias ou un nom d'hôte donné, c'est-à-dire d'associer plusieurs noms d'hôtes à une même machine. Donc on peut associer plusieurs noms d'hôtes à une même machine. Je peux prendre un exemple, c'est d'où un exemple pour mieux étayer ceci. Bon, je fais mon exemple dans Paint. Donc voilà, j'ouvre Paint. Supposons par exemple que voilà, j'ai par exemple ça, j'ai la machine l'hôte, je vais prendre l'hôte srv0.emile.local. Voilà un nom d'hôte. Maintenant, qui lui est associé, à telle adresse IP. .168.1.5. Là, c'est un exemple. Là, ici, on va parler d'enregistrement de type A. Maintenant, cependant, on peut créer un enregistrement de type CNAME qui va permettre par exemple d'utiliser le nom d'hôte www pour désigner ça. Donc, pour désigner, ici là, on va parler d'enregistrement de type CNAME. Là, c'est CNAME. Non canonique, c'est encore appelé l'alias. Ça veut dire quoi? Lorsque je fais la recherche, je tape, j'utilise www.emile.local dans la zone emile.local. Quand j'utilise www dans la zone emile.local, c'est comme si c'est relié à cette machine, la machine srv01.emile.local, qui va aller dans rechercher la machine là-dedans. Ça veut dire que c'est les deux noms sont associés à quoi? À l'adresse IP 192.168.1.5. Donc l'alias va permettre de relier un nom d'hôte à un autre nom d'hôte. L'alias va relier un nom d'hôte à un autre nom d'hôte.
Donc voilà un exemple, je reviens dans le cours. Donc on a les enregistrements de type MX, les enregistrements de ressources de type MX. Pour Mail Exchanger, identifie les serveurs de messagerie. Chaque serveur de messagerie doit aussi disposer d'un enregistrement de ressources A. Donc là, on fait le MX pour indiquer juste que c'est un serveur de messagerie. Il est possible de donner une priorité différente à chaque enregistrement MX. On a aussi les NS. Les NS, les enregistrements de ressources de type NS. NIM serveur ou serveur de nom identifie les serveurs DNS de la zone DNS. Là, c'est pour le serveur DNS lui-même. Ils sont utilisés dans le cadre de la délégation DNS. Là, dans les serveurs DNS, on a les NS. Voilà un enregistrement de type NS qui va indiquer que le serveur DNS est SRVDNS01. Ça, c'est son nom. Les PTR, ce sont des pointeurs. Les enregistrements de ressources de type PTR pointeurs sont des mappages entre une adresse IP et un nom de. Ils représentent la majorité des enregistrements de zones de recherche inversées. En fait, le PTR, c'est l'inverse des enregistrements de type A et AAAA. C'est l'inverse. On trouve ça dans la zone de recherche inversée. Donc, c'est-à-dire, ça va permettre d'obtenir plutôt le nombre à partir de l'adresse IP. Voilà un enregistrement. Voici un type pointeur PTR. Voilà, c'est ça. Donc, avec ça, on va obtenir le nombre aussi à partir de cette adresse IP. Il y a le SOA, State of Authority. Les enregistrements de type State of Authority contiennent le nom d'hôte et l'adresse IP du serveur DNS qui héberge actuellement la zone DNS principale. Il y a un seul enregistrement, soit par zone DNS. C'est le premier enregistrement créé dans une zone DNS. Oui, le premier enregistrement créé dans une zone DNS. Bon, on va évoluer. Les types de zones DNS. Donc, on a ce qu'on appelle les types de zones DNS. Une zone DNS de nom ou zone DNS est un ensemble d'enregistrements de ressources appartenant à la même portion de l'espace de nom DNS. On dit bien une zone DNS ou zone DNS est un ensemble d'enregistrements de ressources appartenant à la même portion de l'espace de nom DNS. Par exemple, une zone DNS peut contenir l'ensemble des enregistrements de ressources de type A, c'est-à-dire des mappages nom de l'adresse IP du domaine au rabec.ca. Il existe 3 types de zones DNS. On va différencier cela. Les types de zones DNS. On a les zones principales qui peuvent ajouter, modifier et supprimer les enregistrements de ressources. Donc, lorsqu'on est dans la zone principale, on peut faire des ajouts, des modifications et des suppressions des enregistrements de ressources. Alors que les zones de recherche inversée, c'est la copie. Ce sont des copies en lecture seule d'une zone principale. Un serveur DNS qui héberge une zone secondaire ne peut pas ajouter ni modifier d'enregistrement de ressources. Non. Ici, là, c'est la lecture seule. Les zones secondaires ont donc pour seul intérêt de garantir la tolérance aux pannes. Oui, leur rôle, leur intérêt, c'est pour la tolérance aux pannes. Ça garantit la tolérance aux pannes pour que lorsque le secondaire est indisponible, le primaire, le principal est indisponible, qu'il puisse assurer les services de résolution de nombre. Donc ici, pas de modification. Les zones de stop sont des copies partielles d'une zone, d'une autre zone. Zone stop, copie partielle d'une autre zone. Elles contiennent uniquement des enregistrements de type soit NS et A.
Les enregistrements d'une zone DNS donnée sont stockés localement par le serveur DNS sous forme d'un fichier. Cependant, si le serveur DNS joue aussi le rôle de contrôleur de domaine, il est possible de stocker les zones principales et les zones stop dans le service d'annuaire Active Directory. On parlera alors de zones intégrées à l'Active Directory. Cette seconde solution apporte des avantages en termes de performance et de sécurité. Bon, pour l'instant, nous n'avons pas encore vu ce que c'est l'Active Directory. Zone principale, configurer une zone de recherche directe. Donc, on va voir comment configurer la zone de recherche directe. Et là, là, dans notre cas, le serveur DNS, lui, il existe déjà. Nous l'avons déjà créé. Le serveur DNS est déjà installé. Nous allons juste essayer d'effectuer des configurations. Donc, maintenant, là, nous sommes le nom du serveur DNS, l'adresse IP a été établie et définie également. J'ouvre la console DNS. Voilà la console. On constate que les zones de recherche directe, ça n'existe pas. Nous allons créer cette zone. Maintenant, pour créer la zone, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une zone principale d'abord parce que c'est le premier serveur DNS. Donc, on fait un clic droit sur zone de recherche directe. Étant sur zone de recherche directe, on fait un clic droit, nouvelle zone suivant. Type de zone, on va choisir le type de zone. Nous avons dit qu'il y a 3 types de zones: principale, secondaire, stop. Étant donné que c'est le premier serveur DNS de la zone, on est obligé de commencer par la zone principale. Là, c'est pas négociable. Zone principale suivante. On donne le nom de domaine. Le nom de domaine, Emile. Je vais faire comme emile.com. Voilà le nom de la zone. Le nom de la zone doit être sous cette forme-ci, un nom point, un TLD, top level domain. Emile.com. Suivant. Voilà le fichier de zone. Donc le fichier de ma zone inversée sera emile.com.dns. Je peux modifier ce nom, mais moi je vais laisser le nom par défaut. Suivant. Mise à jour. Pour la mise à jour, je descends là. Le nom de la zone, le fichier. Dans la fenêtre mise à jour dynamique, vous devez donner ou non la permission aux machines clientes de mettre à jour automatiquement l'enregistrement de ressources. C'est ce que j'expliquais. Je crois que c'est à ce niveau qu'on paramètre cela, pour que lorsque le serveur DHCP donne une adresse IP à une machine, que son enregistrement soit effectué automatiquement. Mais on a le choix de configurer cela ici ou pas. En effet, si vous utilisez un plan d'agressage dynamique avec le protocole DHCP, par exemple, les machines clientes peuvent changer d'adresse IP, ce qui invalide les enregistrements de ressources A et PTR correspondants. Et c'est clair, hein, lorsqu'on gère l'agressage avec les machines avec DHCP, l'enregistrement manuel n'est plus bien. Je peux venir faire un enregistrement manuel d'une machine, un enregistrement de type A manuellement d'une machine X avec une adresse IP. L'adresse IP actuelle, le lendemain, son adresse IP peut changer. Ça peut ne pas être la même valeur parce que c'est le serveur DHCP aura changé cela. Donc, en ce moment, je serai obligé de revenir encore faire cela. C'est vraiment dérangeant.
Donc dans ce cas, l'enregistrement dynamique est la meilleure solution. Cependant, les machines exécutant Windows excluant NT peuvent mettre à jour automatiquement les enregistrements AIPTR les concernant à chaque modification de leur configuration. Donc nous voulons qu'à chaque fois que la configuration d'une machine change, la machine elle-même gère cela en indiquant au serveur DNS de générer cela automatiquement. Le fichier orabec.ca.dns se trouve dans le répertoire la windows.system grande là. Tout à l'heure nous allons afficher pour nous. Maintenant, donc il y a trois choix. Il y a trois choix sont disponibles. Premier choix, n'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées. Donc si c'est pas sécurisé, on n'autorise pas. Seuls les ordinateurs possédant un compte d'ordinateur dans Active Directory. Dans ce cas, le premier cas ci n'est activé que lorsque le serveur DNS est une ressource ou un objet de la NUE Active Directory. Mais dans notre cas, je ne pense pas que c'est nécessaire parce que nous n'avons pas encore installé la NUE Active Directory. Donc ici, dans ce cas, l'utilisation du choix n'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées. Dans ce cas, seuls les ordinateurs possédant un compte d'ordinateur dans Active Directory peuvent créer et mettre à jour automatiquement leur enregistrement de ressources. Cette option n'est disponible que dans le cas d'une zone intégrée à Active Directory, ce qui n'est pas le cas ici. Donc voilà pourquoi c'est même masqué. Autoriser à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées. Donc ici, même si la machine n'est pas dans l'AD, même si l'ordinateur n'est pas dans l'Active Directory, ça va marcher. Tous les ordinateurs exécutant Windows 2000 et plus peuvent créer et mettre à jour automatiquement leur enregistrement de ressources. Même une machine qui n'est pas même membre du domaine peut créer des enregistrements, ce qui peut poser des problèmes de sécurité. Donc là, c'est vraiment il y a un gros problème de sécurité ici. Pour moi, là, dans un environnement de production, pas besoin de prendre ça. Soit c'est le premier s'il y a l'AD, soit c'est le manuel. Voilà. Bon, tout dépend encore du niveau de sécurité qu'on voudrait de notre système. Ne pas autoriser des mises à jour dynamiques. Là, lorsqu'on coche celui-ci, on ne pourra que des mises à jour manuelles. Dans ce cas, les mises à jour dynamiques ne sont pas autorisées. Tout est fait manuellement dans ce cas. Bon, et c'est le cas qu'on va choisir parce que nous sommes dans un cadre de test, la formation, donc il n'y a pas assez de machines à gérer. On peut bien le faire. Et étant donné aussi qu'il n'y a pas Active Directory, donc ici on peut vraiment gérer ça manuellement. Je prends le dernier cas suivant. Terminer. Donc quand je termine, je peux profiter pour aller vous montrer où se trouve ce fichier. Il suffit d'ouvrir l'explorateur. Au niveau étant dans le serveur DNS, j'ouvre mon explorateur de fichiers. Je l'ouvre. Je viens sur ce PC. Je pars dans le disque C, Windows, je crois il y a DNS quelque part, si je ne me trompe pas. DNS, c'est compliqué là. Voilà, système 32 d'abord, système 32. Système 32, système 32. Voilà, système 32, DNS directement, DNS. Voilà, DNS. Voici le fameux fichier email.com.dns. Voici le fameux fichier. Un clic droit
On ouvre un peu, juste un peu. Je choisis le logiciel. Bloc-notes, voilà un peu, vous voyez bien la zone là. Donc voilà l'enregistrement de type SOA qui est déjà là par défaut. Maintenant, on peut ajouter les records ici, les différents enregistrements et physiquement ici. Donc c'est toujours un plaisir d'ouvrir ce fichier, de vous montrer cet emplacement là pour dire que les modifications peuvent se faire directement là. Je reviens ici là, voilà ma zone de recherche directe. Configurer une zone de recherche inversée. Maintenant on fait la zone de recherche inversée. Même chose, je clique sur zone de recherche inversée, un clic droit dessus, nouvelle zone, suivant, zone principale toujours. Ce sera une zone de recherche inversée IPv4. Bon, notre système, nous n'avons pas implémenté l'IPv6 ici, donc nous travaillons en IPv4. Après, suivant, à ce niveau, on met l'ID de notre zone de recherche inversée 192.168. Ah, il faut déjà ici connaître quelle est l'adresse IP. Bon, ça là c'est 10.4. Je mets 10 ici. Je rappelle que ici on met seulement les 3 premiers octets et lui crée le nom de la zone tout seul automatiquement 10. Donc 192.168.10. Il crée ça. Le nom là sera 10.168.92. Ça c'est le sous-domaine où on va rechercher les adresses, les noms d'audit correspondant au réseau 192.168.10.0. Voilà, suivant. Voilà le fichier qui sera créé pour la résolution inversée. Suivant. On n'autorise pas les mises à jour dynamiques, on n'autorise pas. Suivant. Terminé. De la même façon, voilà la zone de recherche inversée. Je pense qu'on peut y trouver ça ici. Voilà ça qui apparaît. Voilà ça. C'est vraiment l'inversé ici. Voilà. Super. Donc voilà l'ID. Voilà enfin comment on fait à ce niveau. On a créé les deux zones. On a créé les deux zones de recherche, directe et inversée. Maintenant, sans plus tarder, on va directement passer aux zones secondaires. Bon, là, c'est le fichier de zone secondaire. Mais avant de venir ici, là, avant de finir ici, on va quand même faire certains enregistrements, quoi. Donc, il faut enregistrer. Montrer comment on fait des enregistrements. Supposons que je vais déjà commencer par faire un enregistrement de type A sur le nom de mon serveur. Donc il faut enregistrer déjà, indiquer l'enregistrement, créer un enregistrement de type A pour le serveur DNS lui-même. Voilà, pour cela on fait un clic droit sur le nom de la zone directe qui est emile.com ici. Nouvelle hôte A. Nouvelle hôte A ou AAA. Là, c'est l'enregistrement. Ici, je vais mettre le nom du serveur. Le nom.
c'est SRV DNS 01. Je mets son nom là. SRV DNS 01. Voilà, je mets son adresse IP là, 192.168.10.4 et je coche ici pour créer son pointeur dans la zone de recherche inversée. Là, si tout est correct, je clique sur ajouter. L'enregistrement d'hôte a été créé correctement. Là, je termine, je ferme. Voilà mon enregistrement. Voilà le type 1. À la zone de recherche inversée, je fais une actualisation pour trouver cela ici. Voilà l'inverse. Très bien faire là. Voilà, maintenant je peux également créer d'autres enregistrements. Je fais un clic droit, je crée un autre enregistrement de type cinéma. Supposons que je crée peut-être un client qui sera créé tout à l'heure. Après, je mets son adresse IP là, 192.168.10.10 par exemple, et j'ajoute OK. Je peux, bon, j'ajoute. Après, maintenant je peux créer un enregistrement. Voilà l'alias, nouvel alias CNAME canonique, enregistrement CNAME. Je vais créer un CNAME qui est un nom de domaine qui relie un autre nom de domaine, nom d'autre. Donc je peux mettre mon alias, c'est www par exemple, w 3 fois, ou la machine www.emile.com. Ici, nom de domaine complet, ou l'hôte de destination. Mon l'hôte de destination, ce sera mon serveur DNS, SRV DNS, ou alors DNS 01.emile.com. Voilà. Donc ça va relier ça à ça. Voilà l'alias. Donc ça prouve que le nom www va, quand je fais taper www, ce sera comme si j'utilisais srvdns01.emile.local.com. Donc c'est la même chose qui lui est lié, qui lui pointe vers le serveur DNS. Donc voilà le CNAME. Ça crée l'alias qui peut être utilisé je crois que si je pars au niveau du ping, je peux bien pinguer cet alias. Je vais ouvrir le CMD. L'invite de commande pour faire un ping. Là, je suis sur le serveur DNS et je vérifie l'agressage. Il y a un truc qui n'a pas été indiqué. Le serveur DNS n'a pas été indiqué ici, je crois. Est-ce que c'est indiqué? Oui, non, c'est indiqué là. C'est indiqué. Bon, il n'y a pas de problème ici. Si je fais ça, ok, ça prend. En fait, ça ping l'autre adresse. Voilà, on peut vérifier. Déjà, là, étant donné qu'on est capable de pinguer les noms, ça veut dire que le service DNS
fonctionne, quoi, le serveur DNS fonctionne. Donc on peut utiliser la commande nslookup pour interroger le serveur DNS. Là ici je peux interroger, je fais 192.168. Je crois j'ai créé le 10.10. J'ai créé un truc comme ça. Là c'est client 1. Client 1. Si je tape l'alias par exemple, l'alias montre que c'est le serveur DNS. Donc nslookup va me permettre, je peux tester aussi en allumant une machine client. Vérifie que les deux machines sont en réseau. Celui-ci LAN segment, oui, switch, c'est bon. LAN segment, oui, c'est bon, ok. On va venir après le démarrage interroger. Bon, je continue à tester mon service DNS. nslookup, je teste 7 types. On va tester d'abord le l'enregistrement de type NS. Emile de la zone emile.com. On me dit voilà le NS 7 type A, le A dans la même zone. On me dit voilà l'enregistrement de type A, c'est lui-même 7 type. Il y a le CNAME. Le CNAME dans la même zone. Voilà le CNAME. On vérifie chaque enregistrement. Donc voilà le CNAME que j'ai vérifié. Ça dit dans Emile le primary name server. Voilà ça. Le reste. Donc il donne les différentes informations liées à mon serveur DNS. Bon, je vais aller sur Windows 10 pour tester au niveau de Windows 10, le client Windows 10. Est-ce que c'est prêt ici? Là, la machine-ci a planté à l'intérieur. Bon, au niveau de la machine cliente Windows 10, je viens là, je suis sur le serveur, je passe sur Windows 10 pour tester le DNS. La première des choses, c'est de vérifier son adresse IP. On va vérifier son adresse IP. Si l'agressage a été bien fait et que bon, les machines communiquent, on vérifie l'agressage. Là, voilà la carte propriété. Version 4. Là, non, je vais corriger l'agressage. Là, c'est 192, 168, 10. Je mets 10 ici. Bon, là, je peux laisser 50 ici. Il faut rappeler que là, il faut indiquer l'adresse du serveur DNS principal. 168, 10, qui est le point 4. Très important. Si on n'indique pas ça, ça ne va pas marcher. Donc, voilà l'essentiel à faire ici. Je clique sur
valider, ok, je valide, je ferme tout, fermer. Maintenant j'ouvre l'invite de commande, j'exécute cmd, voilà, je fais ipconfig all pour confirmer les adresses, voilà le DNS, voilà, je fais maintenant nslookup. Lui, il a bien vu le serveur DNS là, c'est cool, il a bien vu le serveur DNS. Je peux faire maintenant, je fais un peu client 1, je crois que j'avais un enregistrement appelé client 1.emile.com. Voilà, est-ce qu'il y a ça, ça n'existe pas. Il n'y avait pas l'enregistrement aussi. Bon, je vais faire www, mon alias, www.emile.com. Là, celui-ci existe. Il y avait quand même 192.168.10.10, non? Oui, c'est ça, c'est client 1. Bon, voilà un peu comment on va faire pour tester. Comme ça, on peut essayer de faire un exit, après faire un ping. Je ping www.emile, qui est l'alias vers mon serveur DNS.com. Bon, le ping peut ne pas marcher parce que, bon, ça doit être le pare-feu qui bloque cela. Le pare-feu bloque le ping. Je vais aller activer le pare-feu. J'active la commande ping un peu. Je vais aller créer une règle dans le pare-feu, une règle d'accès pour permettre à la commande ping, au serveur de recevoir la commande ping. Pour cela, il faut juste venir là au niveau de mon serveur DNS. Je ferme ça, fermer. Je viens, il y a pare-feu ici, pare-feu. Non, c'est là. Pare-feu Microsoft est ici. Je vais créer une règle entrante qui autorise le ping. Je viens là, ça ne passe pas. Je crée une règle entrante qui autorise le ping. Voilà, je viens là. Paramètres avancés. Paramètres avancés. Voilà, paramètres avancés. Je clique sur règle de trafic entrant. Règle de trafic entrant, puis nouvelle règle à ce niveau. Nouvelle règle. Voilà, c'est une règle personnalisée. Je sélectionne personnalisé suivant.
Pour tous les programmes suivants, je ne filtre rien, mais sauf ici, le type de protocole, c'est ICMPv4 parce que lui contient en fait, c'est le protocole qui gère aussi le ping, quoi, la commande ping. Donc, je vais autoriser ICMPv4 et le ping va, et le serveur va accepter le ping. Suivant, pour toutes les adresses, je ne filtre rien. Autorisation, autoriser la connexion pour tous les réseaux. Je lui donne un nom, ping, entrant. Terminé. Si on vient là, vous allez constater que voilà ça qui passe. Ouais, je pense que on va arrêter. Nous allons arrêter. Merci de m'avoir écouté du début jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo.